Bonsoir mes amis. 27 février 1973. J'ai rendez-vous avec Claude Doucet au numéro 8 du boulevard Magenta, tout près de là où je viendrai m'installer 2 ans plus tard. Il était le fils de Max Doucet, l'ancien animateur de radio qui fut une gloire nationale dans les années 50 avec ses grosses moustaches à la Groucho Marx sous le nom de Zappy Max. Claude était associé à Nabil, un Libanais négociant avec tout ce qu'il présentait et ami de Nicole qui me les a fait connaître. Ils ont monté un commerce de lithographie et sérigraphie artistique, alors en plein développement, et me proposèrent de les représenter au Brésil. Je ne connaissais rien au marché de l'art, mais Claude me tranquillisa en m'indiquant les ficelles du métier, assez simple à connaître, et me rappelant mes connaissances en histoire de l'art acquises aux Beaux-Arts. Ils me confièrent un stock d'œuvres. J'étais devenu marchand d'art. Ça m'allait bien. 8 mars 1973. Dernier coup d'éclat en architecture. J'assiste à la cérémonie de prestation de serment. Je suis inscrit à l'ordre des architectes. Je donnerai ma démission quelques mois après, quand mon aventure brésilienne aura défini ma nouvelle orientation artistique. 21 mars 1973. Comme je cherchais à élargir mes possibilités sur ce que je pourrais faire en partant au Brésil, Paul, une voisine corse, me présenta à son cousin Charles, qui m'initia au commerce des pierres fines. Il avait ouvert une boutique de pierres qu'on appelait autrefois semi-précieuses, appellation supprimée depuis. Sur ses conseils, j'achèterai à Rio tout un lot de différentes pierres que je trouverai plus belles les unes que les autres, sans considération de leur valeur financière, et que je passerai en fraude à la douane, les ayant cachées dans mon slip. De retour à Paris, je dus déchanter, quand j'appris qu'il était quasiment impossible de les vendre à des bijoutiers. Les mines du Minas Gerais appartenaient presque toutes aux lapidaires qui confiaient leurs pierres aux bijoutiers. Ceux-ci les montaient sur un bijou et au cas où ils ne les vendaient pas, rendaient tout simplement les pierres à ces lapidaires. Je ne me suis pas trop mal débrouillé, car j'ai réussi à les vendre à des amis au prix où je les avais payés, mais sans bénéfice. J'ai abandonné l'idée de ce commerce. Et c'est très longtemps après que je me suis rendu compte que cette approche des splendides pierres était prémonitoire de celle que je trouverais décrite à la fin du livre de l'Apocalypse. Il faut que je vous parle de Charles, avec qui je devins très copain. Il avait 10 ans de plus que moi et faisait partie d'une grande famille corse célèbre dans le milieu du crime et du banditisme. Son père avait participé à un acte de piraterie en haute mer dans la Méditerranée en arraisonnant un bateau plein de cigarettes appartenant à d'autres trafiquants. On trouve cette histoire dans les livres qui relatent l'histoire du banditisme. Dans les règlements de compte qui suivirent, son oncle eut les 2 jambes détruites par une rafale de mitraillettes et dut passer le restant de sa vie sur une chaise roulante, ce qui ne l'empêcha pas de devenir le maire de son village. Son frère était lié au trafic de drogue dans une affaire rendue célèbre elle aussi par le film French Connection et avait été arrêté par la police. Il avait réussi à sortir de la prison à Marseille pour aller se faire soigner à l'hôpital où il était gardé en permanence. Au milieu de la nuit, en pyjama, il avait assommé son gardien à coups de poing et avait rejoint une voiture qui l'attendait en bas. Coïncidence ? Charles s'était cassé le bras dans son appartement de Suresnes, ce qui lui donnait un alibi en béton. Mais en fait, il avait fait l'aller-retour Paris-Marseille dans la nuit en roulant à tombeau ouvert et s'était cassé volontairement le bras. Quel courage et quel amour fraternel ! Il ne m'a pas révélé cette histoire, dont je me doutais, mais devenue évidente quand il m'a demandé de lui donner mon passeport ainsi que celui d'une amie que nous sommes allés déclarer perdu
quelques jours après. Beaucoup plus tard, il m'invita en Corse à Ajaccio, où il était revenu s'installer, pour essayer de vendre mes tableaux électroniques, animés en musique, à des patrons de discothèques de ses amis. Avec surprise, je découvris qu'il était devenu propriétaire d'une plage privée et d'un hôtel situé près des îles Sanguinaires, alors que je ne lui connaissais pas de moyens financiers lui permettant cet achat. Il me dit en rigolant qu'il les avait acquis ainsi que des appartements à Ajaccio avec un grand sourire. Je n'en suis pas plus et je vous laisse deviner comment il a pu faire avec un tel pédigré. Nous partions en voiture pour faire le tour des bistrots dans les villages environnants pour rencontrer des gens, que des hommes d'un certain âge. Il m'avait donné un billet de 500 francs pour qu'à mon tour j'offre une tournée, mais on ne buvait que de l'eau. Il m'avait mis en garde. Tu ne dis rien, et ils vont penser que tu es très intelligent, car tu sais écouter. Si tu parles, même de choses intéressantes, ils vont penser que tu parles trop et ne feront plus confiance. Je me suis demandé dans quel but il faisait cette tournée, et je n'ai eu la réponse que quelques années après en entendant les informations à la radio. Un élu local, dont on donnait le nom, c'est-à-dire Charles, après une altercation avec son coiffeur, était ressorti prendre un fusil de chasse dans le coffre de sa voiture et avait tiré dans la vitrine qu'il avait fracassée sans faire de victime, heureusement. En fait, je l'avais accompagné dans une campagne électorale à la manière corse. La veille de mon départ pour rentrer à Paris, il m'invita à l'accompagner dans une discothèque où il devait rencontrer des amis. Quand je les vis, j'ai eu l'impression de me retrouver avec des clones de Tino Rossi, tous assez âgés en costume rayé. Chacun leur tour, ils offraient une tournée au champagne, mais ne faisaient que tremper leurs lèvres dans le verre, qu'ils vidaient ensuite dans le seau à champagne, bouteille après bouteille. En allant danser, je reconnus et saluai le steward qui m'avait servi pendant le vol à l'aller. Dans l'avion du retour, je le retrouvai à nouveau, et il me demanda si je savais quels étaient les personnages avec qui j'étais attablé. Comme je l'ignorais, il me dit que c'étaient tous les parrains d'Ajaccio. 1er avril 1973, départ pour Zurich avec Paula, et de là en vol pour Rio de Janeiro, et l'aventure qui allait changer toute ma vie en lui donnant un sens.